intervention complémentaire de ma part. Et pour finir, nous allons ouvrir les discussions pour les échanges, les questions et les réponses. J'espère que vous êtes prêts à plonger dans le vif du sujet avec nous et c'est sans plus tarder que je passe la parole à M. Roland Djako afin qu'il puisse commencer sa présentation. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Sephora Agassi, pour cette belle caricature que vous venez de faire, témoignant ainsi la personne que je suis et aussi mon orientation professionnelle. Comme vous venez de le souligner tout à l'heure, dans le cadre de ce troisième webinaire du baromètre organisé à l'occasion de la semaine d'évaluation d'ILOCOL 2025, je souhaite inviter les participants à un échange autour d'une thématique que je trouve particulièrement pertinente. Il s'agit de la question de l'action climatique en lien avec la transition juste. Aujourd'hui, plusieurs pays reçoivent l'alerte climatique. Et lorsqu'on y regarde de plus près, il s'agit souvent de pays qui expriment un fort potentiel de développement. Et ce développement qui se repose en grande partie sur le secteur industriel, un secteur quand même qui engendre des impacts majeurs en matière de données climatiques. Et en parallèle, ces pays aussi doivent également faire face à des défis environnementaux tels que les catastrophes naturelles ou des phénomènes naturels extrêmes. Certes, l'état des lieux aujourd'hui montre de nombreuses actions menées par des organisations internationales, mais une question fondamentale demeure. Est-ce que ces actions aujourd'hui sont-elles véritablement orientées vers une transition juste? Et pour y répondre, il faut des données probantes, dont l'accessibilité et l'utilisation permettront à une véritable évaluation. Et c'est à partir de ce constat que nous avons décelé, identifié ce thème pour ce webinaire, l'évaluation au service de l'action climatique et d'une transition juste, enjeux, méthodes et bonnes pratiques. Alors, cette présentation va s'articuler sur un plan qui, à son premier point, pourquoi évaluer l'action climatique? En deuxième point, nous aurons à parler de la question de l'évaluation face aux défis climatiques et méthodologiques, et sans oublier aussi les méthodes d'évaluation pour une action climatique efficace. Et pourquoi pas le numérique au service de l'évaluation des actions climatiques, le cas d'une innovation, solution innovante, initiée par le baromètre que nous appelons le baromètre agroclimatologie. Et après, nous allons donner des exemples de projets et programmes en lien avec les actions climatiques et qui ont fait objet d'une évaluation en bonne et due forme. Et à la fin, maintenant, nous allons donner quelques recommandations clés. Alors, pour tenter le décor rapidement, aujourd'hui, convenons ensemble que les défis auxquels nos pays sont confrontés en matière de développement et d'industrialisation sont à la fois complexes et urgents. La pression est d'autant plus forte que ces enjeux se superposent à une crise climatique mondiale sans précédent. Nous avons par exemple la hausse des températures, les perturbations des saisons agricoles, la montée du niveau des mers, les sécheresses prolongées, les inondations destructrices, les pertes de biodiversité, etc. Les manifestations du dérèglement climatique sont désormais une réalité palpable qui affecte directement nos économies, nos systèmes de santé, nos modes de vie et la stabilité sociale. Certes, des efforts importants ont été engagés sur le plan international, notamment la conférence des parties que nous appelons la COP. Et je rappelle, pour cette année 2025, la COP 30 sera organisée
à Belém, dans le nord du Brésil, capitale de l'État du Pará, au sein de l'Amazonie, où il sera question quand même de revenir sur les accords des différents pays et à cette cérémonie qui est organisée chaque année par l'Organisation des Nations Unies. Alors, ces efforts essentiels demeurent toujours. Ces efforts nous permettent-ils réellement d'enclencher une transition juste vers un développement durable, inclusif, en particulier pour les pays du Sud? Du moins, rien n'est encore sûr si ces engagements ne s'appuient pas sur des données fiables et contextuelles. C'est pourquoi il devient impératif de produire et d'utiliser des données probantes qui servent à évaluer rigoureusement les processus, l'efficacité et l'impact des politiques et programmes climatiques. Sans évaluation solide, il est impossible d'orienter des décisions, d'ajuster les interventions et d'assurer quand même les transitions écologiques socialement, équitablement, économiquement viables et environnementalement soutenables. L'évaluation aujourd'hui se révèle être l'âme secrète de cette bataille décisive. Bien plus qu'un simple exercice de mesure a posteriori, elle constitue quand même le fil rouge stratégique qui doit guider normalement chaque étape de l'action climatique. Aujourd'hui, nous avons les outils qui permettent désormais des évaluations multidimensionnelles en temps réel, quasi réel. Nous avons l'analyse du big data, l'intelligence artificielle, les technologies satellitaires qui offrent quand même des possibilités inédites de suivi, d'ajustement continu des politiques climatiques. Et parallèlement, les méthodes participatives innovantes qui permettent quand même d'impliquer les citoyens dans ce processus d'évaluation, renforçant ainsi la légitimité des décisions. À l'heure où quand même les choix que nous faisons détermineront le visage de nos sociétés pour les décennies à venir, l'évaluation rigoureuse et inclusive apparaît comme notre meilleure garantie contre deux écueils majeurs. Nous avons l'inefficacité climatique d'une part, l'injustice sociale d'autre part. Et c'est à cette double condition que la transition écologique pourra être à la fois rapide et solidaire, ambitieuse et même acceptée. Et cela m'amène à aborder la question pourquoi évaluer l'action climatique. Et pour répondre à cette question, il nous faut d'abord mesurer l'impact réel des politiques climatiques à ce jour et maintenant éviter maintenant le greenwashing qui n'est rien d'autre que du discours quand même aux résultats tangibles. Il est temps de passer aux résultats tangibles. Et pour mesurer l'impact réel des politiques climatiques aujourd'hui, l'évaluation de l'efficacité des politiques climatiques ne saurait se limiter à l'analyse des discours politiques ou des promesses faites sur la scène internationale. Et j'ai cité tout à l'heure l'exemple de la COP 29 de l'année passée. Trop souvent, les engagements climatiques affichés servent davantage à soigner l'image des gouvernants au lieu d'impulser de changements réels structurels. Pour faire la différence entre les politiques réellement transformatrices et de simples déclarations symboliques, il est impératif de mettre en place du moins des mécanismes d'évaluation rigoureux, indépendants et fondés sur des données probantes. Une telle évaluation doit se reposer sur des indicateurs clairs, mesurables et alignés sur les objectifs fixés, qu'il s'agisse par exemple de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de protection des écosystèmes, de transition énergétique ou d'adaptation des populations vulnérables. Elle doit également intégrer des analyses d'efficacité. Quand je parle d'efficacité, les résultats atteints par rapport aux moyens mobilisés et aussi d'efficience, c'est-à-dire le rapport coût et impact, et d'équité, la répartition des effets selon les territoires et les sociaux. Donc, mesurer l'impact réel permet non seulement d'identifier les politiques les plus efficaces et de réorienter les moins performantes, mais aussi d'optimiser l'allocation
des ressources financières, publiques comme privées. Et dans un contexte de rareté des financements climatiques, il devient essentiel de privilégier les actions ayant une portée concrète, mesurable et durable. Donc, je disais tantôt, il est temps qu'on passe aux résultats tangibles au lieu de s'adonner au discours. À l'heure où les engagements en faveur du climat se multiplient dans les discours politiques, les stratégies d'entreprise et les plans d'action territoriaux, l'évaluation constitue aujourd'hui un garde-fou indispensable. Et trop souvent, des objectifs ambitieux sont affichés sans qu'ils soient accompagnés de mesures concrètes, mesurables et vérifiables. L'évaluation aujourd'hui permet de vérifier la cohérence des intentions annoncées, la neutralité, par exemple, du carbone, la réduction des émissions, la préservation du moins de la biodiversité et les résultats effectivement obtenus sur le terrain. Il se repose aussi sur des indicateurs robustes, nous appelons par exemple les émissions évitées, efficacité énergétique, l'évolution de l'empreinte carbone, etc. Et face à tout ceci aussi, il nous faut optimiser les financements qui sont orientés vers l'action climatique. C'est les allocations de ressources aux projets les plus efficaces. Et pour le faire ici, il faut réadapter les stratégies, ajuster les politiques au fil du temps. Aujourd'hui, les politiques climatiques évoluent dans un environnement incertain, marqué par des transformations technologiques, économiques et sociales rapides. Et l'évaluation ici doit jouer normalement un rôle fondamental dans l'apprentissage et l'amélioration continue des stratégies. Elle doit permettre d'identifier des approches inefficaces, des effets non anticipés, par exemple, ou les conséquences négatives, c'est-à-dire l'exclusion sociale, par exemple, et d'apporter quand même les ajustements nécessaires en temps réel. Nous allons aussi garantir une transition juste. Et pour garantir une transition juste ici, il nous faut regarder l'équité sociale. L'équité sociale, une transition juste ne peut s'envisager sans une attention particulière aux dimensions sociales de l'action climatique. Cela implique notamment de mesurer l'impact des politiques climatiques sur l'emploi, par exemple, en particulier dans les secteurs en déclin comme les industries fossiles où les travailleurs peuvent se retrouver en situation de précarité ou de reconversion forcée. Donc, il s'agit ici, pour aller vers une transition juste, d'évaluer comment cette politique affecte les inégalités socio-économiques en tenant compte des disparités de revenus, d'accès aux services ou de capacité à s'adapter. Nous avons aussi l'acceptabilité sociale. L'efficacité des politiques climatiques dépend fortement de leur accessibilité sociale. Une mesure peut être techniquement performante, mais échouée si elle est perçue comme injuste ou imposée. L'évaluation doit donc intégrer des indicateurs de perception, d'adhésion des citoyens. Cela suppose de mesurer la compréhension, la confiance et l'acceptation des instruments Et la condition climatique soulève également des enjeux d'équité territoriale. Les impacts des politiques climatiques, comme les bénéfices de la transition, les emplois verts, les infrastructures, les financements, ne sont pas répartis de manière uniforme. Les territoires ruraux, les zones périurbaines, les régions industrielles en reconversion, ainsi que les pays en développement ou les communautés autochtones peuvent être laissés pour compte si l'évaluation n'intègre pas une approche territorialisée. Il est donc essentiel d'évaluer cette disparité d'accès aux ressources de la transition, c'est-à-dire la mobilité durable, la rénovation énergétique, les technologies propres, et d'assurer que les politiques mises en œuvre bénéficient réellement à tous les territoires, notamment les plus vulnérables.
cela suppose une coordination des échelons locaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'une capacité à mobiliser des données fines, différenciées par zone géographique. Alors, l'évaluation face aux défis climatiques et méthodologiques. Ici, nous allons décortiquer l'évaluation climatique à l'épreuve des limites méthodologiques. Certes, il est bon de faire de l'évaluation, mais de regarder aussi la réalité en face. L'évaluation des politiques climatiques se heurte à de nombreuses limites méthodologiques qui compromettent parfois la capacité à produire des diagnostics fiables et exploitables. Et si la nécessité d'évaluer les effets réels des actions entreprises fait aujourd'hui consensus, les outils et approches mobilisées peinent encore à capturer la complexité et la transversalité, la temporalité propre aux enjeux climatiques. Nous avons la causalité difficile à établir, qui est celle que la première difficulté, d'abord, réside dans l'attribution causale. Comment démontrer qu'un changement observé dans l'environnement, l'économie ou les comportements sociaux découlent directement d'une politique climatique spécifique et non d'un faisceau de facteurs exogènes ou d'initiatives parallèles. La lenteur des effets environnementaux aussi, les interactions multiples entre les secteurs. Je prends par exemple l'énergie, l'agriculture, le transport, etc. Et les influences globales qui rentrent quand même dans cette traçabilité complexe. Nous avons aussi, à part la causalité, nous avons l'insuffisance des indicateurs conventionnels. Et ces indicateurs couramment utilisés, souvent quantitatifs, peinent à rendre compte de la profondeur des transformations recherchées et réduire l'impact climatique à un volume d'émissions évitées ou à une surface reboisée peut occulter les dynamiques systémiques, par exemple la gouvernance locale, le changement des pratiques, la résilience communautaire, la justice climatique. Cette dimension qualitative, bien que cruciale, quand même, sont plus difficiles à mesurer avec rigueur. Et nous avons aussi des données inégales et fragmentées. L'évaluation dépend aujourd'hui largement de la disponibilité, de la fiabilité des données. Or, dans de nombreux contextes, notamment dans les pays en développement, les systèmes d'information environnementale sont lacunaires, peu harmonisés ou sujets à des biais politiques. La faiblesse des capacités techniques nationales limite aussi la mise en œuvre d'approches robustes comme les évaluations d'impact ex post ou des méthodes quasi expérimentales, sans oublier aussi la temporalité des alliés, aussi les risques de standardisation excessive. Et ici, globalement, surmonter ces limites méthodologiques suppose à repenser les outils d'évaluation pour mieux intégrer les approches mixtes. Quand je parle d'approche mixte ici, c'est quanti et quali, favoriser l'implication maintenant des parties prenantes locales et de renforcer les capacités nationales et accepter une part d'incertitude inhérente aux transformations climatiques. Et une évaluation climatique pertinente ne doit pas viser la perfection méthodologique seulement, mais la crédibilité, la transparence et l'utilité pour l'action. Et face à ces limites aussi, nous avons aussi la rigueur scientifique et avec la complexité du terrain. L'évaluation des politiques climatiques aujourd'hui est traversée par une tension constante entre la recherche de rigueur scientifique et la réalité complexe, souvent imprévisible, des terrains d'intervention. Cette tension soulève des questions fondamentales. Comment concilier les exigences de validité méthodologique avec les contraintes sociales, politiques et logistiques des contextes locaux? Nous avons le cadre méthodologique qui prend en compte une exigence et une adaptabilité. La rigueur scientifique aujourd'hui impose quand même des standards élevés en matière de méthodologie. Nous avons l'échantillonnage représentatif, les indicateurs objectivables, les modèles contrefactuels, les protocoles d'observation reproductible.
Et ces exigences sont cruciales aujourd'hui pour garantir la fiabilité des résultats. Mais elles se heurtent fréquemment à des réalités de terrain où les données sont rares et les contextes instables de certains pays et les ressources très limitées. En environnement rural ou en zone de conflit ou face à des enjeux socioculturels sensibles, il devient difficile, voire éthiquement discutable, d'appliquer certaines méthodes strictes comme les essais contrôlés sur le terrain. Nous avons aussi une nécessité de contextualisation de l'évaluation. Les dimensions, les dynamiques climatiques aujourd'hui sont profondément enracinées dans des spécificités locales, des savoirs traditionnels, les pratiques agricoles, les rapports au foncier, les vulnérabilités sociales, je l'avais évoqué tout à l'heure, et les institutions coutumières aussi, n'oublions pas. Une évaluation déconnectée de ces réalités risque de produire des résultats techniquement impeccables, mais dénués de sens opérationnel. Nous avons aussi les biais de perception et d'interprétation. L'évaluation aujourd'hui requiert quand même une objectivité que le terrain met constamment à l'épreuve. Et les données collectées peuvent être influencées par des biais de désirabilité sociale, des jeux de pouvoir, des asymétries d'information. De plus, ces évaluations ne sont pas peut-être neutres. Leur présence, leur langage ou leur affiliation institutionnelle peuvent altérer les interactions. Il faut quand même repenser la notion de preuve. Je crois que ça a été abordé hier au webinaire avec mon collègue M. Tofa. Face à la complexité du terrain aujourd'hui, il convient quand même d'élargir la conception de ce qui constitue une preuve en évaluation. Les approches qualitatives, les récits de vie et les savoirs locaux, les observations participatives ne remplacent pas les statistiques, mais les enrichissent. Et la triangulation des sources devient quand même essentielle pour produire des connaissances robustes et pertinentes. Il ne s'agit pas d'opposer une rigueur et une flexibilité, mais de les articuler dans une logique de complémentarité. Alors, plutôt que d'imposer des standards inadaptés, l'enjeu est de construire une rigueur contextualisée, une évaluation exigeante, mais ancrée dans les réalités du terrain, ouverte du moins à l'incertitude, attentive aux dynamiques sociales et soucieuse d'impact. Car au final, c'est cette évaluation qui éclaire l'action, qui nourrit la redevabilité et renforce la capacité collective à faire face aux défis du changement climatique. Nous avons aussi les limites des indicateurs climatiques qui jouent aussi un rôle central dans la conception, le suivi et l'évaluation des politiques environnementales. Il permet de mesurer les progrès, d'orienter les décisions et de rendre compte des engagements. Cependant, ces indicateurs actuellement utilisés présentent de nombreuses limites, tant sur le plan conceptuel que pratique, et qui fragilisent d'une certaine façon leur capacité à refléter fidèlement la complexité des enjeux climatiques. Une réduction excessive aussi de la complexité. Et nous avons aussi des biais en faveur quand même de l'atténuation. La majorité des indicateurs climatiques actuels privilégient la mesure des efforts d'atténuation. On entend parler souvent de réduction des émissions de gaz à effet de serre au détriment des enjeux liés à l'adaptation, pourtant cruciaux dans les pays les plus vulnérables. Or, les effets des politiques d'adaptation sont plus difficiles à quantifier car ils concernent des aspects comme la résilience communautaire, par exemple, la diversification des moyens de subsistance
ou la capacité d'anticipation des chocs climatiques. Nous avons aussi, entre autres, hein, la faible prise en compte de la justice climatique. Et peu d'indicateurs climatiques intègrent des dimensions d'équité aujourd'hui qui supportent les coûts, qui bénéficient des mesures. Quels groupes sociaux ou régions sont les plus exposés ou les moins soutenus? Telles sont des questions qu'on se pose aujourd'hui par rapport aux indicateurs climatiques. L'absence d'indicateurs désagrégés, par exemple, par genre, par zone géographique ou par niveau de revenu, ces éléments empêchent d'évaluer si les politiques climatiques renforcent ou réduisent les inégalités. Nous avons aussi des données souvent insuffisantes ou inadaptées et qui ne répondent pas à la disponibilité, à la qualité, la régularité des données nécessaires au calcul des indicateurs. Nous avons aussi, par exemple, un usage technocrate déconnecté de l'action locale. Enfin, c'est que les indicateurs sont trop souvent conçus dans une logique descendante, technocrate, qui ne tiennent pas compte des connaissances locales, ni des priorités des acteurs de terrain. Et on constate que cela nuit gravement à leur appropriation et à leur utilité pour la prise de décision au niveau local. Un indicateur peut être valable statistiquement, mais inutile s'il ne parle pas aux communautés concernées. Voilà. Là maintenant, parlant de méthode d'évaluation pour une action juste, il n'y a pas de transition crédible sans évaluation rigoureuse. La transition écologique et climatique n'est qu'un impératif technique ou environnemental. Et elle est un profond changement de modèle de développement. Et face à ce titre, elle engage des choix politiques, économiques et sociaux majeurs. Et or, sans une évaluation rigoureuse, indépendante et orientée vers ce qui compte réellement, cette transition risque de rester un récit séduisant, mais creux, même incapable de produire des transformations auxquelles on peut s'attendre. Donc, il faut mesurer au-delà des intentions, des discours. Les engagements climatiques se multiplient aujourd'hui. Nous avons les feuilles de route nationales. Je l'ai cité tout à l'heure, l'engagement des pays à la conférence internationale organisée par les Nations Unies, la COP, et la conférence des parties. Nous avons des stratégies de neutralité de carbone. Nous avons des journées contre la chaleur. Nous avons des plans d'adaptation. Mais que valent ces annonces sans mécanisme robuste pour en suivre quand même la mise en œuvre, mesurer les effets concrets et corriger les trajectoires si nécessaire? Une transition crédible exige quand même de passer du discours à la preuve, au résultat. Et cela passe par une évaluation systématique des politiques et des actions menées. L'évaluation ici doit être perçue comme un outil de gouvernance, pas simplement une obligation technique. L'évaluation rigoureuse ne doit pas être perçue comme un exercice bureaucratique ou une formalité pour satisfaire un bailleur. Elle doit être un levier stratégique pour apprendre de l'action, anticiper les effets pervers, allouer efficacement les ressources et légitimer les choix publics. C'est un processus politique qui permet d'hiérarchiser les priorités, de rendre des comptes aux citoyens et de construire une certaine confiance. Donc, pour mesurer ce qui compte vraiment, nous avons la justice de la transition qui répond à quelques questions. Je les ai posées tout à l'heure, un peu plus haut. Qui bénéficie de quoi et qui en paie le prix? Et la deuxième
question, c'est les effets à long terme. Nous avons, par exemple, la résilience, la capacité d'adaptation, la cohésion sociale et les dynamiques de changement où l'on parle ici de transformation des comportements, l'innovation sociale, le renforcement institutionnel. Cela suppose alors d'utiliser des indicateurs à la fois quanti et quali, de donner une place au récit et au vécu, d'évaluer les effets différenciés selon les contextes territoriaux et sociaux. Et il est alors opportun de repenser les outils d'évaluation à l'ère de cette complexité que nous vivons aujourd'hui. Les outils classiques de suivi d'évaluation centrés sur la performance à court terme doivent évoluer pour mieux capter la complexité, l'incertitude et les changements systémiques. Il faut intégrer des approches plus flexibles, participatives et interactives, capables d'éclairer quand même les trajectoires de transformation plutôt que de simplement comptabiliser les outputs. L'évaluation devient alors un art, celui de faire parler les données sans trahir quand même les résultats. Je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, deux approches, l'approche quanti et quali, et pourquoi pas le duo, et l'approche mixte qui prend en compte les deux formats. Comprendre l'impact réel des politiques et actions climatiques aujourd'hui ne peut se reposer uniquement sur des chiffres ou des témoignages isolés. Il faut articuler données quantitatives et enseignement, non pas comme deux approches opposées, mais comme les deux faces d'une même exigence, qui est de produire une évaluation à la fois rigoureuse, contextuelle et utile à l'action. Donc, pour l'approche quantitative, dans ce contexte, elle peut permettre de comparer des situations entre les territoires ou périodes, de suivre les progrès et les écarts par rapport aux objectifs, et aussi de rendre compte aux institutions, bailleurs ou citoyens. Mais à elles seules, ces données offrent quand même une lecture complète et parfois trompeuse. Elles disent ce qui s'est produit sans forcément expliquer comment ni pourquoi. Et c'est là qu'on fait appel alors à l'approche qualitative qui permet de comprendre, de contextualiser, de révéler l'invisible. Et cette approche, le plus souvent, des entretiens, des récits, des études de cas, des observations participatives, permettent de quand même mettre en lumière des sociales derrière les indicateurs. Par exemple, l'appropriation locale, les effets inattendus, les freins culturels, les conflits d'usage, etc. Et elle permet aussi d'identifier les changements profonds, souvent invisibles à court terme, comme les modifications de pratiques, les transferts de pouvoir ou les transformations institutionnelles, ou même donner la parole aux populations concernées, en particulier les groupes marginalisés, qui vivent réellement la chose. Et on constate que ces groupes-là sont souvent absents dans des bases de données. Et là, cette situation appelle à une synergie nécessaire de ces deux approches pour bien saisir cette complexité. Donc, la combinaison de ces deux approches constitue quand même une méthode robuste, crédible et complète. Nous avons l'approche quantitative qui pose le cadre, donne des ordres de grandeur, détecte des tendances, alors que l'approche quali éclaire les mécanismes, donne du sens et révèle les leviers ou les blocages. Et pour conclure, là, face à cette complexité des enjeux climatiques, il ne s'agit plus de choisir entre les chiffres et les récits, mais de savoir les faire dialoguer. Nous avons l'approche quantitative et qualitative, qui ne sont pas des approches concurrentes, mais des alliés complémentaires. Et comment ensemble elles permettent du moins de mieux comprendre les impacts réels, d'anticiper les dérives et d'ancrer les politiques climatiques dans la réalité vécue des territoires et des populations. En somme,
pour mieux agir, il faut ces deux approches pour cerner quand même du doigt cette situation. Face à tout ceci, en termes de, sur le plan, le volet numérique, le baromètre a réfléchi et a quand même initié une solution innovante que nous appelons le baromètre agroclimatologie. Et dans un contexte où les effets du changement climatique affectent profondément les systèmes agricoles, les décideurs comme les communautés locales ont besoin de données fiables, localisées et exploitables pour guider leurs actions. Et face à ce défi, le baromètre a développé une solution technologique innovante. Je viens de le dire, le baromètre agroclimatologie, qui est un outil numérique conçu pour mesurer en temps réel les paramètres climatiques et appuyer l'évaluation des politiques d'adaptation agricole. Et c'est une technologie qui intègre plusieurs fonctionnalités. Nous avons la mesure de la température de l'air et du sol. Et là, ça permet de suivre les variations thermiques locales, critères quand même déterminants pour la croissance des cultures et la planification des semis. Nous avons aussi la fonctionnalité qui permet de mesurer l'humidité de l'air et du sol, indispensable pour évaluer les conditions d'irrigation, anticiper les sécheresses et ajuster les pratiques culturales. Nous avons aussi la mesure quand même de la vitesse du vent, des informations clés sur l'évapotranspiration, les risques de dessèchement des sols et la dispersion de pollen ou d'intrants. Et enfin, la fonctionnalité relative à la capacité de collecter des données sur les gaz à effet de serre. Là, cette fonctionnalité permet d'estimer les émissions locales liées à la pratique agricole et d'évaluer la contribution des exploitations à l'atténuation du changement climatique. Donc, ces données sont centralisées sur une plateforme numérique sécurisée et accessible aux parties prenantes et qui est aussi visualisable en temps réel, facilitant l'analyse des tendances locales et même aussi exploitable pour le suivi et évaluation des programmes d'adaptation en fournissant des indicateurs objectifs continus et localisables. Plus concrètement, ça permet aux agriculteurs d'adapter leurs pratiques en fonction des conditions réelles du sol et du climat. Et aux décideurs aussi publics et partenaires techniques de mieux cibler les politiques et investissements, et aux chercheurs et évaluateurs de disposer d'une base de données climatiques de haute résolution utile pour les études d'impact. Voilà. Donc, avec le baromètre agroclimato, nous mettons cette solution numérique au service d'une évaluation climatique territorialisée scientifique et pour faire des actions. Alors, face à tout ceci, nous avons quelques exemples de projets, de programmes climatiques exécutés et à fort impact qui ont fait objet d'une évaluation approfondie. Et nous avons par exemple la transition verte et décarbonation, qui est un projet dont l'objectif était de réduire les émissions et de soutenir les communautés affectées par la sortie du charbon. Et à la sortie, les résultats de ce projet ont permis quand même de formuler des recommandations pour soutenir les régions en reconversion énergétique. Au Zimbabwe aussi, nous avons l'évaluation des politiques climatiques dont l'objectif était d'estimer l'impact socio-économique des politiques de réduction d'émissions, où les résultats ont permis de mettre à jour des bases de données et la priorisation sectorielle
pour une transition verte. Et aussi, nous avons le projet Plan Post-Lignite. Lignite, ici, c'est un charbon composé de 65 à 74, 75% de carbone. Et il est utilisé pour le chauffage, pour produire de l'électricité. Donc, à l'état naturel, il contient un grand pourcentage en eau, jusqu'à 50%. Il est broyé et séché de façon à réduire la teneur en eau jusqu'à environ 10 à 11%. Donc, c'est un projet aussi dont l'objectif était de soutenir les réductions touchées par la fermeture des centrales aux limites. Et les résultats ont permis d'élaborer un plan intégré de transition juste avec un financement européen. Au Bénin aussi, pourquoi pas, nous avons le projet Pugémie, dont l'objectif était d'améliorer la qualité de l'environnement urbain. Et les résultats ont permis d'installer un système d'alerte et de gestion des risques d'inondation. Pourquoi pas aussi, nous avons le projet asphaltage au Bénin, dont l'objectif ici était d'améliorer la voirie et la résilience urbaine. Et les résultats, quand même, ont permis de réduire les inondations cycliques dans certaines villes du Bénin. Alors, en termes de recommandations clés, nous avons premièrement renforcé les systèmes de collecte et d'analyse de données climatiques sociales. Et là, il s'agit d'investir dans les mécanismes robustes de collecte de données désagrégées par genre, âge, profession, localisation. Il faut aussi institutionnaliser l'évaluation des politiques climatiques, favoriser la participation des communautés dans la conception et l'évaluation des actions climatiques. Et il faut aussi utiliser les données probantes pour orienter les financements climatiques vers les solutions les plus efficaces et équitables. Il faut aussi des solutions numériques adaptables pour répondre quand même aux défis de l'enjeu climatique dans le monde. Il faut aussi renforcer la transparence et la redevabilité des politiques climatiques. Aligner aussi les stratégies de transition climatique sur les cadres de justice sociale. Et enfin, pour finir, créer des plateformes multi-acteurs de suivi et d'apprentissage. Là, il s'agit d'instaurer des espaces collaboratifs entre gouvernants, société civile, secteur privé, scientifique, pour suivre quand même les progrès et adapter les interventions. Enfin, pour conclure sur ma présentation, l'évaluation constitue aujourd'hui un levier incontournable pour orienter et renforcer l'action climatique dans une perspective de justice sociale et de durabilité. En mesurant de manière rigoureuse les effets réels des politiques environnementales, elle permet non seulement de lutter contre le phénomène greenwashing qui voudra du discours, éviter le discours aux résultats, mais aussi permettre d'ajuster les stratégies pour maximiser les impacts positifs. On va travailler une diversité de méthodes quantitatives, qualitatives, participatives, grâce à l'apport des outils innovants tels que l'intelligence artificielle, la télédétection et aussi le baromètre agroclimato, pourquoi pas. L'évaluation devient aujourd'hui une dynamique inclusive et transparente. Les expériences menées notamment au Bénin montrent que les pratiques d'évaluation bien conçues et bien mises en œuvre peuvent favoriser une transition écologique à la fois ambitieuse, équitable et ancrée sur les réalités locales. Sur ces mots, je voudrais finir ma conclusion en disant que l'évaluation renforce quand même la culture dans les politiques climatiques et c'est de poser les bases d'un développement durable réel, juste et qui résilie réellement. Merci beaucoup. Tia Sephora, vous avez le crachoir. Alors, merci beaucoup, Monsieur Roland, pour cette belle présentation. Je dirais en fait qu'il montre les choses sans détour. Et je crois en fait que c'est exactement
ce qu'il nous faut aujourd'hui, sortir des discours bien ficelés pour entrer en fait dans une logique d'action réelle. De tout ce que vous avez partagé, ce que je retiens en fait, c'est qu'on fait des diagnostics, on écrit des rapports, on réalise des missions et pourtant sur le terrain, l'eau ne coule pas toujours, les terres continuent de se dégrader ou encore les financements arrivent souvent que là où la communication est bien huilée. Mais attention, ces éléments que je cite, en fait, ne veulent pas dire qu'il n'y a pas de projets d'ordre climatique qui sont mis en œuvre, mais au contraire, il y en a, et vous en avez cité plusieurs tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que les vrais enjeux aujourd'hui, c'est plutôt ce que nous faisons après leur mise en œuvre. Comment ces projets sont-ils évalués? Les méthodes d'évaluation utilisées sont-elles réellement adaptées à la nature climatique de ces actions? Ou encore, comment les résultats sont-ils interprétés? Surtout, servent-ils vraiment à améliorer les pratiques, à corriger les écarts ou à mieux planifier l'avenir? Une autre question qui s'ajoute à tout cela, c'est en cas de crise, d'urgence climatique ou d'événements extrêmes, quel système nous permet euh, d'évaluer tout cela? Quel système nous permet d'avoir des données fiables, actualisées et utilisables immédiatement pour décider? Donc, c'est ce besoin en fait d'efficacité dans l'évaluation, de réactivité face aux urgences et de fiabilité des données qui nous a conduit au baromètre à penser et à concevoir une solution concrète de type baromètre agroclimatologie. Et ce n'est pas c'est plutôt une solution intégrée, un système dynamique de suivi-évaluation et de veille décisionnelle dans les contextes agroclimatiques. Et il a été conçu pour répondre à une question simple, mais essentielle. Comment s'assurer que ce qu'on finance, ce qu'on déploie, qu'on annonce, fonctionne réellement et efficacement sur le terrain? Donc, c'est une solution qui représente un système connecté et dynamique qui permet de collecter des données agroclimatologiques en temps réel, comme vous l'avez dit par ailleurs, température, humidité, données sur certains gaz à effet de serre, et qui organise et digitalise l'ensemble du processus d'évaluation pour garantir une plus grande fiabilité, transparence et une plus grande rapidité d'action. Ce n'est pas un système qui agit seul, il faut l'ajouter ou de manière automatique. Il est conçu, déployé, alimenté par des équipes selon les besoins des projets, donc dans les zones concernées. Donc, voilà un peu, en conclusion, ce que je peux ajouter à cette belle présentation que vous nous avez faite. Et je vois déjà, j'avais vu, OK, c'est passé. Je pense qu'on va maintenant ouvrir un espace d'échange et nos intervenants peuvent lever la main ou écrire directement leurs questions dans le chat. Merci. Alors, pas encore de main levée, pas encore de questions dans le chat. Monsieur Roland, je vous invite alors à répondre à l'une des problématiques que j'ai soulevées. En cas de crise, d'urgence climatique ou d'événements extrêmes, comment pensez-vous, ou bien quel système vous pensez pourrait nous permettre d'avoir des données fiables, actualisées et utilisables immédiatement pour décider? Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Merci.
Oui, merci, Madame Sephora. Oui, quel système, en cas de crise climatique, quel système utiliser? Je crois aujourd'hui, nous avons plusieurs systèmes d'alerte. Par exemple, quand je prends les systèmes d'alerte précoce, euh, qui permettent du moins d'anticiper les catastrophes. Nous avons par exemple les inondations, les sécheresses, les cyclones, les vagues de chaleur, etc. Et pour ne citer que ceux-là, nous avons aussi des systèmes d'information climatique dont le but est de collecter, d'analyser, de diffuser des données météorologiques et climatiques. Et ça permet de centraliser les données pluviométriques au niveau, en parlant de la température, l'humidité, des émissions de gaz à effet de serre. Et je crois que c'est autant de systèmes que nous pouvons explorer, sans oublier aussi les systèmes de suivi et évaluation, et donc qui ont pour but quand même d'évaluer l'efficacité des politiques climatiques et quand même d'ajuster les interventions à long terme. Voilà. Nous avons aussi, par exemple, des systèmes communautaires de réponse et de résilience, c'est-à-dire d'impliquer quand même les populations locales dans la gestion des crises dans ces différents pays. Et comme caractéristique, nous avons l'approche participative, nous avons aussi l'intégration, par exemple, des savoirs endogènes et aussi beaucoup d'autres mécanismes qui permettent quand même de cartographier les risques, les vulnérabilités, les ressources disponibles. Merci, Monsieur Roland, pour ces réponses. Nous n'avons toujours pas encore de réaction, de questions. Et il faut savoir que dans cette réunion, nous ne sommes pas, il n'y a pas que M. Roland et moi qui sommes du baromètre. Nous avons aussi dans cette réunion M. Deogracias Ndolo, qui est le directeur général au niveau du baromètre, qui est un évaluateur senior. Et je voudrais humblement l'inviter à nous donner quelques commentaires, quelques apports sur le thème qui a été abordé aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Madame Sephora, pour votre facilitation et grand merci à Monsieur Roland pour sa présentation qui est pour moi d'autant plus intéressante que cela vient vraiment à point nommé, se pencher sur la question du changement climatique, la question de la place des politiques liées à l'environnement en s'appuyant sur des données probantes produites à partir des études d'évaluation. Et j'ai beaucoup appris durant cette présentation. J'ai également renforcé mes convictions sur le caractère transversal de l'évaluation dans les efforts de résolution des problèmes de notre temps. Et cela, je voudrais catégoriser ma perspective en 3 pans, ou sous 3 pans. Le premier pan, c'est déjà la dimension philosophique. La dimension philosophique en ce sens que lorsque nous parlons de l'environnement, changement climatique et autres, il est important de constater qu'à partir de cette présentation, que les évaluateurs émergents, les évaluateurs d'impact professionnels et autres acteurs du monde scientifique, du monde de la recherche, devraient se sentir concernés par la question, même s'ils ne sont pas environnementalistes ou spécialistes des questions de climat. Cela parce que elles y apportent une contribution importante dans les réflexions sur la manière dont il faut résoudre ou aborder ces problèmes de notre temps. Donc, ce premier aspect philosophique
dans le diagnostic et la résolution des problèmes est ce que je tire de cette présentation. Le deuxième point que je trouve extraordinaire, c'est celui lié à la démarche méthodologique et à l'angle technique de la production des données, des informations qui doivent être utilisées pour déterminer l'approche à utiliser dans la résolution des problèmes qui se posent à nous. Et c'est là où l'évaluation, que l'on soit formé en méthode qualitative ou en méthode quantitative, ou qui plus est, dans des approches méthodologiques liées aujourd'hui au système d'information géographique, liées aujourd'hui à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les modèles prédictifs, tout cela trouve sa place techniquement dans le processus de résolution ou de recherche de solutions aux questions liées à l'environnement, au climat qui se posent à nous. Et donc, c'est important de se sentir concerné, que l'on soit géographe, statisticien, informaticien, socio-anthropologue ou même philosophe, pour aborder donc la question sous l'angle technique. Le troisième et dernier point que je tire de cette présentation et qui est extraordinaire aussi, c'est la place des organisations de la société civile, c'est la place des entreprises du secteur privé dans ce débat qui se mène. Au-delà des gouvernements, il est important pour nous, ici en Afrique et au-delà, de réaliser que même si l'on est du secteur privé, l'on peut participer à concevoir des solutions, à développer des outils pour aider à résoudre la question du changement climatique qui s'impose. Si l'on est des organisations de la société civile, que je dirais dans le domaine des données, dans le domaine des évidences, il y a lieu de réaliser qu'il y a de la place pour nous, il y a de la place pour contribuer à ce débat. Donc, ce troisième pan, est-ce que je tire de cette belle présentation? Je voudrais m'en arrêter là et remercier le présentateur, M. Roland Diarco, pour son inspiration, l'effort à préparer cette présentation, et à vous, Madame Sephora, pour votre facilitation. Merci. Merci, Monsieur Deogracias, pour vos apports. Et en temps, nous avons eu une question dans le chat de Monsieur Sani Alou, qui remercie le baromètre pour cette solution innovante et qui aimerait savoir si actuellement l'outil, bien le système baromètre agroclimatologie conçu par le baromètre peut aider un producteur situé dans un village à Pereret, par exemple, de comprendre la situation climatique face à la rareté des pluies. Et si oui, comment? Donc, je vous adresse cette question, Monsieur Roland. Merci. Oui, merci, Madame Agassi. À Monsieur Sani Alou, je réponds bien évidemment. L'outil agroclimatologique du baromètre, à travers quand même son système, peut tout à fait aider un producteur situé dans un village de Pereret à mieux comprendre la situation climatique actuelle, et en particulier en période de rareté des pluies. Et là, quand nous prenons, je l'avais dit dans ma présentation, c'est un système quand même qui prend en compte plusieurs fonctionnalités. Nous avons la maîtrise de la pluviométrie, la quantité et la fréquence des pluies, et la température de l'air et du sol, l'humidité de l'air et du sol, aussi la vitesse du vent. Et donc, pour un producteur à Pereret du moins, cela permet de suivre concrètement la réalité climatique de son environnement immédiat, au lieu de se baser sur des moyens nationaux souvent peu représentatifs. Donc, c'est une solution quand même qui permet de réajuster les périodes agricoles et quand même si ce n'est pas encore le cas, le baromètre aussi peut envisager même une extension vers la commune de Pereret en partenariat quand même avec la mairie
cette localité, les coopératives agricoles, même des projets de développement locaux. Donc, c'est bel et bien possible. Merci, Monsieur Roland. Monsieur Sani Alou, j'espère que nous avons répondu à votre question. Nous aimerons quand même vous entendre et avoir quelques-uns de vos commentaires sur le sujet. Vous nous recevez, Monsieur Sani Alou? Ok, Monsieur Saniolou ne pourra pas intervenir directement. Je voudrais rappeler que dans le chat, vous avez à disposition tous les liens vers les différents réseaux sociaux du baromètre pour que vous puissiez rester à l'affût de tout ce que nous faisons comme publication et contenu dans le domaine de l'évaluation. Je vous remercie. Oui, bonjour à toute l'équipe du baromètre. Bonjour, Monsieur Saniolou. J'espère que vous me recevez très bien. Oui, parfaitement bien. Ok, d'accord. Bon, j'ai bien, comment on appelle, compris, hein, sinon prise en compte. Excusez-moi, la réponse donnée à Monsieur Roland, c'est bien clair et limpide, j'allais dire. Juste des remerciements par rapport à l'effort que le baromètre continue de faire dans ce domaine-là, qui est aujourd'hui quand même très, très important, hein, parce que actuellement, la rareté des flux est devenue un problème de casse-tête d'un producteur, sinon pour les pays. Parce que si on ne produit pas, même nous qui sommes à Cotonou, je pense, et après 1, 2, 3 mois comment on appelle, de saison pluvieuse, sans plus, les initiatives quand même sont en train d'œuvrer pour pouvoir éradiquer, sinon réduire ces phénomènes-là qui donnent de l'insomnie à toute la population béninoise. Merci à tous et très bonne suite de séance, j'allais dire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Saniolou. Au-delà de tout ce qui a été dit à travers votre intervention, vous avez aussi montré que c'est un réel besoin qui existe et que cette solution vient à point nommé pour répondre à cette situation-là. Nous avons encore quelques minutes dans cette session de webinaire et nous souhaitons quand même recevoir vos réactions et vos commentaires. Merci. Ok, ce serait un plaisir. Et je voudrais aussi un peu appuyer en allant dans le même contexte que M. Sani Alou à la suite de son intervention. En fait, la rareté des pluies n'est pas seulement un phénomène climatique, c'est aussi un risque socio-économique majeur pour les agriculteurs. Et il est donc crucial quand même d'y répondre par une combinaison de solutions techniques et informationnelles. L'idée ici n'est pas que l'innovation va faire pleuvoir pour quand même renforcer la capacité agricole, mais c'est juste une combinaison, une solution technique informationnelle et politique appuyée par des données climatiques fiables et qui permettent quand même la prédiction. Quand nous prenons par exemple l'intelligence artificielle, elle permet quand même de prédire au lieu juste de se laisser à la nature et de dire simplement ce qui s'est passé l'année passée, comme il y a eu pluie. Peut-être en mars, le 31 mars de l'année passée, c'est évident aussi qu'il y ait pluie l'année N+1 au même jour ou bien dans la même période. Et donc, c'est quand même pour répondre à ces
à ces conceptions qui ne se basent sur rien de concret, rien de technique, qui viennent appuyer quand même par des données climatiques fiables et des évaluations continues. Donc, c'est juste pour assister les parties prenantes dans le domaine de l'agriculture et aussi au-delà des utilisateurs, quand même donner de la matière à travailler, à utiliser à nos décideurs politiques qui, quand même, souvent ne parlent pas souvent le même langage que les résultats issus des recherches par les chercheurs. Donc, c'est un élément ici qui vient à point nommé pour aider quand même réorienter, ajuster quand même la politique nationale sur le changement climatique et orienter surtout vers l'agriculture. Merci. Merci, Monsieur Roland. Nous avons une question dans le chat, une question de Monsieur Léo-Émile Chituka. J'espère que je prononce bien votre nom. Alors, il remercie pour la présentation et souhaite que vous puissiez rafraîchir sur les politiques environnementales ou climatiques auxquelles vous avez participé dans les évaluations et les différents indicateurs, autant pour moi, qui ont été traqués. Et surtout, il souhaite avoir des commentaires sur la durabilité de toutes ces politiques au sein de nos communautés. À vous la parole, Monsieur Roland. Oui, merci, Monsieur Émile. Oui, en ce qui concerne les politiques environnementales et climatiques, j'ai aussi quand même eu l'occasion de suivre plusieurs programmes axés sur la résilience agricole et la gestion durable, par exemple, des ressources naturelles et l'atténuation aussi des effets du changement climatique, notamment à travers le suivi d'indicateurs tels que, par exemple, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adoption aussi de pratiques agricoles durables et pourquoi pas aussi l'accès à l'énergie propre. Et donc, dans la gouvernance environnementale. Donc, toutefois, au regard de tout ceci, un constat quand même s'impose et qui est celui de la durabilité de ces politiques au sein de nos communautés et qui reste quand même fragile si elle n'est pas accompagnée d'un véritable transfert de compétences, d'une appropriation locale et d'un ancrage institutionnel solide. Donc, trop souvent, en fait, les dynamiques enclenchées produisent souvent à la fois, et soufflent du moins, j'allais dire, une fois les projets terminés, faute quand même de financement disponible ou de relais locaux ou de mécanismes de suivi post-intervention. Donc, pour que cette politique soit durable, elles doivent être co-construites avec les acteurs locaux, intégrés aux politiques nationales et aussi aux politiques territoriales et soutenues par un effort continu de sensibilisation et aussi de renforcement de capacités. Voilà. Cela s'explique aussi souvent par un manque d'appropriation locale, de financement pérenne pour des mécanismes de suivi et d'adaptation. Et pour renforcer aussi, je complète, pour renforcer aussi la durabilité, il est essentiel d'impliquer dès le départ les communautés et de miser sur des solutions adaptées aux réalités locales et de créer des synergies entre les acteurs multi-acteurs, institutionnels, techniques et sociaux. Merci. Merci, Monsieur Roland. Monsieur
Monsieur Léo Émile, j'espère que nous avons pu répondre à votre préoccupation. Alors, nous merci avons... beaucoup, madame. Oui. Je peux... Madame Sephora, merci. Merci aussi à l'expert Roland, parce que j'ai senti quelque chose de très important pour nous, les jeunes évaluateurs. Je crois qu'il a croisé beaucoup de mes attentes par rapport à ces réponses, surtout par rapport à la pérennisation des actions. Moi, je me disais, je suis en train de réfléchir. Je suis de la RDC, excusez-moi, je ne suis pas présenté. Je suis Emile Chituka, je suis de la RDC, Congo-Kinshasa. Il y a des politiques que nous avons connues ici comme Red Police et des politiques de reboisement. Mais vous vous rendez compte que au niveau des communautés locales, il y a des pratiques. Ces pratiques-là qui continuent à exister aujourd'hui, où on coupe le bois pour aller fabriquer les briquettes. Et cette situation a fait que, avec la pauvreté que la plupart nous sommes d'abord les gens des pays pauvres, selon les indicateurs de la Banque mondiale, des PNUD et les autres, nous savons que nous sommes dans des pays pauvres et ces gens aussi doivent survivre. Il arrive des fois qu'ils puissent recourir à la vente de ces arbres par les fabricateurs de ces briques qui vont cuire et afin de revendre aussi les briques. Vous voyez ce cycle-là, des fois, c'est une activité économique qui y est aussi, qui affecte l'environnement, qui crée aussi des effets néfastes sur l'environnement. Moi, je me disais quand nous évaluons, est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions que les gouvernements ne pouvaient pas peut-être transformer en termes de lois, donc légiférer et suivre ces lois-là pour que certaines activités de reboisement que nous avons puissent connaître quand même la pérennisation. Ça, c'est un point, un aspect par rapport à ces projets. Mais il y a aussi les projets agricoles avec, je crois, ISAID. Dernièrement, j'étais dans une évaluation où les communautés nous disaient quoi? Vous venez, par exemple, avec certaines initiatives, mais qui sont déjà périmées. Nous avons travaillé longtemps avec l'AO. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas faire des innovations si, en termes de projets climatiques ou environnementaux, prévoir à ce qu'il y ait quand même des machines qui peuvent travailler à notre place au lieu de nous créer notre vieillissement avant le temps. Nos ancêtres cultivaient toujours à la haut et la machette jusqu'à cette génération, nous continuons à le faire. Donc déjà, vous sentez que ces approches, bien que nous ne les trouvons bons avec les concepteurs, quand nous évaluons, vous avez ces difficultés. Donc, la pérennisation ou la durabilité des projets dépend en tout cas de ces facteurs que M. Roland a cités et ces éléments que je venais d'apporter. Donc, il fallait innover tous ces secteurs et à un moment, le gouvernement devrait légiférer. Il faut qu'il y ait des lois et cela devrait aussi être suivi. Mais quand il y a aussi ces lois, vous voyez comme cette activité économique que j'ai énumérée des fabricateurs de briquettes, ils ont besoin des arbres. Mais il arrive des fois qu'ils coupent en désordre et nous avons des hautes températures. Comme maintenant, là, ça chauffe chez moi. Ça chauffe. Et donc, ce sont des sujets très importants qu'il faut en tout cas aborder et voir si on peut innover. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Léo, pour votre intervention, qui montre d'ailleurs pour ma part que vous êtes vraiment au cœur du sujet et vous-même vous l'avez relevé. Il y a assez de facteurs qui entrent en compte et il est important d'innover. Et c'est cette touche-là que nous essayons d'apporter. Monsieur Roland, vous avez un commentaire en retour à donner à l'intervention de Monsieur Léo Émile? Oui, merci beaucoup à l'intervenant, Monsieur Lenny. En fait, je voudrais
orienter mon intervention vers la question du reboisement, et qui est une question non seulement comme perçue comme une réponse aux défis climatiques, mais c'est aussi regarder au regard de la subsistance des communautés. Vous voyez, c'est une... est-ce qu'il y a d'abord la mesure d'adaptation par rapport à ces communautés? Parce que les gens le disent dans un langage vulgaire, il est difficile de couper le lait au bébé. Et quand vous lui coupez le lait, il faut vous apprêter à entendre les cris. Et donc, il est essentiel de réfléchir à des stratégies de reboisement qui tiennent compte quand même des besoins économiques, sociaux et culturels des populations. Une transition juste ne peut se faire sans intégrer cette dimension fondamentale. Je crois que c'est ce que je peux ajouter. Merci. Merci, M. Roland. Nous avons une deuxième question de M. Sani Alou dans le chat, qui aimerait savoir si les autorités ou décideurs s'intéressent à cette innovation afin de l'intégrer dans la planification des politiques publiques. M. Roland, à vous la parole. Merci. Oui, je dirais par rapport à cette innovation baromètre agro-climato, je crois, nous avons de l'existant qui est là actuellement, et au-delà de l'existant, nous sommes toujours en train d'adapter quand même un certain nombre de fonctionnalités de cette innovation au regard quand même des contraintes actuelles aussi que nous avons, parce que n'oublions pas, au jour le jour, les conditions, les indicateurs, la perception évoluent aussi dans le temps. Et donc, l'implication des autorités, je crois, nous sommes aussi à pied d'œuvre pour que, quand même, au-delà juste d'une simple information, d'un simple discours, je l'avais dit dans ma présentation, que nous puissions avoir quand même cette possibilité-là sous le regard quand même des dirigeants, que nous puissions avoir quand même cet accompagnement-là, de pouvoir rentrer dans la phase de mise en œuvre, phase d'utilisation par les vrais acteurs. Aujourd'hui, quand même, le Bénin se positionne à une place enviable sur la sous-région par rapport à la culture du coton aujourd'hui. Et donc, cela, au regard de cette position que le Bénin a aujourd'hui, il est quand même important que nous puissions réfléchir à des mécanismes quand même qui facilitent quand même l'évolution en termes de capacité de production de ces cultures-là. Ici, au-delà même du coton, nous avons d'autres cultures de subsistance et il nous faut quand même réfléchir à des innovations, à des solutions numériques de ce genre pour quand même essayer de pallier quand même tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qu'il y a comme contraintes auxquelles nos populations, nos agriculteurs doivent quand même faire face. Et donc, brièvement, nous sommes toujours dans la phase d'amélioration, de développement aussi par rapport à cette innovation. Et je crois d'ici à là, les démarches vont commencer institutionnelles, les formes de partenariat aussi seront enclenchées pour une mise à disposition assez complète. Et je voudrais aussi inviter les uns et les autres ici, ceux-là qui veulent aussi en savoir plus par rapport à cette innovation dont j'ai parlé dans ma présentation, qu'il est bien évidemment possible de se rapprocher du baromètre. Je crois les informations, les contacts possibles pour nous contacter seront accessibles dans le chat et il suffira de se rapprocher de nous pour avoir aussi tout détail complémentaire. Merci.
Merci, Monsieur Roland. Monsieur Sani Alou, merci pour votre question. OK. Nous avons encore quelques 3 minutes pour cette session et je voudrais rappeler une fois de plus que dans le chat, nous avons mis à disposition tous les liens de connexion vers nos différents réseaux sociaux. Et il faut savoir que le baromètre, au-delà de la semaine de l'évaluation GLOCAL, organise aussi des webinaires trimestriels et nous serons ravis de vous compter parmi nos futurs participants. Donc, n'hésitez pas à vous connecter afin de rester à l'affût de nos informations. Au-delà de cela, lorsque, au début de cette session, je présentais le baromètre, j'ai aussi abordé le volet des renforcements de capacité. Donc, le baromètre organise des activités de renforcement de capacité dans le domaine de l'évaluation. Et vous avez aussi dans le chat les liens vers ces activités-là de préinscription et autres. Il s'agit du camp annuel des évaluateurs émergents francophones qui en est cette année à sa 8e édition, du certificat de qualification en collecte et analyse de données, de CQP, et qui va démarrer bientôt, de l'atelier des évaluateurs en NEB, à l'endroit des plus jeunes afin de les initier en fait à la notion de suivi-évaluation. Donc, n'hésitez pas à rester connectés et à rester à l'affût de la moindre information. Merci. Monsieur Roland, vous avez un mot de clôture? Monsieur Roland. Oui, je suis là. Bon, mot de clôture, je crois, comme l'a dit M. Deo Gracias, la question de l'action climatique aujourd'hui ne doit pas être perçue quand même comme une thématique orientée vers les sachants, ceux qui sont les climatologues, ceux qui sont du domaine qui participent à la politique climatique. Et je crois que c'est là qu'intervient quand même pour une transition juste la question de données probantes qui fait appel à l'évaluation. Et cette évaluation quand même qui normalement doit rester au service de cette action climatique pour une transition juste. J'ai été très heureux de pouvoir partager cette présentation avec les participants et je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Roland. Moi, je dirais merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là jusqu'à la fin. Et je dirais aussi merci à la Banque mondiale et à tous les autres acteurs pour la mise en œuvre de la Global Evaluation Week qui nous permet en fait à tous d'avoir des échanges aussi enrichissants chaque année dans le domaine de l'évaluation. Et je termine avec cette conviction, autant pour moi, que ce n'est pas avec les PowerPoint qu'on changera l'évaluation des projets, programmes, politiques, d'autres climatiques, mais avec des systèmes conçus pour agir. Et c'est ce, je vous remercie et je vous souhaite à tous et à tous un très bel après-midi. Merci. Merci, madame.